Les 3 épisodes de Stranger Things saison 5 volume 2 sont disponibles depuis 2 jours, certains ont apprécié, beaucoup ressentent de la déception, et par ailleurs il reste des questionnements sur la mythologie de la série, sur les abysses, le Mind Flayer et les fameux souvenirs de Henry, alias Vecna. Je commence avec une appréciation d'ensemble sans gros spoilers, si ce n'est les illustrations issues des bandes annonces pour accompagner tout ça. Les épisodes 5, 6 et 7 de la dernière saison de Stranger Things souffrent de plusieurs défauts de conception et de mise en œuvre, un gâchis au sein duquel parviennent néanmoins à surnager quelques moments forts et personnages parfois sauvés par leur interprétation. Un des constats assez stupéfiants de ces épisodes, c'est la manière dont des personnages centraux sont devenus secondaires, effacés et quasiment dénués d'intérêt, tandis que l'essentiel de la lumière est prise par des personnages plus récents ou moins centraux. Du côté des personnages principaux qui semblent errer sans impact, sans épaisseur, sans scène marquante, on a quand même Mike, Eleven, Joyce et Jim Hopper. C'est certes le résultat d'une galerie de personnages trop fournis, mais aussi d'une incapacité à leur trouver des choses pertinentes à faire. Le pire de tous, c'est sans doute Mike qui est sans nul doute possible un des 3 personnages centraux de la série, si on devait s'en tenir à seulement 3. Il ne fait qu'être présent, donner un avis, de temps en temps soutenir vaguement Jane, alias Eleven, ou dire que Will est un sorcier. Son implication dans le sauvetage de sa sœur est quasiment nulle, tout comme l'était déjà en volume 1 sa réaction à la situation critique de sa mère à l'hôpital. Le personnage ne fait rien et son interprète, Finn Wolfhard, est totalement éteint. Ensuite, on a donc Eleven qui est présenté par les frères Duffer, les créateurs, scénaristes et parfois réalisateurs de la série, comme le grand point d'interrogation en suspens avant l'épisode final de 2h08 qui sortira le 1er janvier. Dans ce volume 2, Eleven utilise son pouvoir comme d'habitude et son grand truc, c'est la discussion plus ou moins existentielle avec Cally, dont la présence était révélée en fin de volume 1, comme prisonnière de l'armée. Malheureusement, on n'a aucun moment émotionnellement marquant pour Eleven dans ce volume 2, et une Millie Bobby Brown toujours aux abonnés absents en termes de jeu et d'incarnation. Du côté de Joyce Byers, qui a été présentée en tête d'affiche de la promo de la saison 1, bien sûr, en misant sur le nom de Winona Ryder, et bien dans ce volume 2, elle n'est qu'une hotline de réconfort émotionnel pour son fils. Son seul rôle consiste à s'inquiéter de bien ou mal faire pour Will. C'est logique, bien entendu, que ce soit un élément de motivation central pour elle, mais c'est le seul. Jim Hopper avait eu encore une fois une fausse scène de sacrifice dans le volume 1 de cette saison 5, comme si on n'avait pas déjà eu des tas de fausses morts pour lui au fil des saisons. Dans le volume 2, c'est simple, il ne fait rien, sinon parler vite fait de son inquiétude pour Jane et tuer quelques militaires de plus, parce que pourquoi pas. Quant à Lucas, il n'existe qu'au travers de sa relation à Max, mais heureusement pour lui, Max est l'un des, sinon carrément le meilleur personnage de la série, en partie grâce à Sadie Sink, son interprète, qui surclasse quasiment tous les autres jeunes actrices et acteurs de Stranger Things, et parvient à insuffler de la vie à des scènes parfois mal écrites. Les scènes incluant Max étaient celles qui retenaient vraiment mon attention, celles dans lesquelles j'ai pu me sentir investi émotionnellement, même quand les choix et les actions des autres personnages, comme dans la blanchisserie de l'hôpital, n'avaient quasiment aucun sens. Et puis il y a les filles de la famille Wheeler qui sauvent souvent la série. Holly, la petite sœur de Mike, devient soudain 10 fois plus importante que son frère dans le scénario, mais au moins la jeune actrice s'en sort à merveille. Certes, Nancy Wheeler est cantonnée dans son histoire sentimentale, malheureusement, mais Natalia Dyer continue de l'incarner avec force, sensibilité et authenticité. Puis il y a Karen, la mère, qui est clairement un personnage secondaire, pour ne pas dire tertiaire de la série, mais qui vole la vedette, en étant la plus grosse badass de la dernière saison de cette série, voilà qui sort de nulle part ou presque, mais on peut au moins apprécier ces moments de gloire. Parmi les personnages centraux initiaux, certes, on a Will à qui on donne beaucoup de temps et d'importance, mais je reviendrai plus tard avec les spoilers sur ce qui apparaît comme une scène mal pensée, lourdingue et dénuée d'impact émotionnel, alors qu'elle est supposée être tout le contraire. Reste donc Dustin et son interprète Gaten qui fait au mieux avec ce qu'on lui donne, et franchement c'est déjà vachement plus que la plupart de ses collègues. Dustin reste un des personnages les plus attachants, mais aussi celui qui fait le plus avancer l'intrigue grâce à son intelligence clairement hors norme. Sa relation avec Steve prend du temps et passe par certains extrêmes, mais au moins c'est quelque chose et le duo reste un des points forts de la série. On voudrait plus de Dustin et de Steve et beaucoup moins de trucs ratés et lourdingues dans le reste. Outre sa manière de traiter ou maltraiter ses personnages, ce volume 2 se perd dans la surexplication. Certains disent que la série a un univers, une mythologie trop complexe, mais il n'y a rien de si compliqué, au contraire, les épisodes consacrent beaucoup trop de temps à réexpliquer ce que le public devrait déjà avoir compris. C'est plutôt le timing de l'introduction de certains concepts qui est assez mauvais, on aurait dû avancer sur certains éléments essentiels concernant le passé de Vecna dans ce volume 2, mais les frères Duffer commettent l'erreur de trop en conserver pour l'épisode final. Il en découle un faux rythme, soit on est dans la surexcitation en passant d'une urgence à l'autre, soit on casse totalement ce rythme avec des scènes d'émotion plus ou moins ratées,
qui ne servent même pas à réagir vraiment aux événements de l'intrigue principale. Enfin, l'esthétique d'ensemble ne m'a pas convaincu, c'est souvent moins abouti que dans les saisons précédentes. L'Upside Down est devenu un décor de promenade sans grand danger, et on n'a aucune scène capable de venir proposer quelque chose de vraiment abouti visuellement, même quand tout se met à fondre, par exemple. Avec tout ça, l'idée n'est bien sûr pas de vous dissuader de regarder, juste d'exprimer mon ressenti argumenté. Il est évident que j'irai au bout de l'histoire. Comme la plupart des gens qui ont commencé cette dernière saison, il serait un peu aberrant de ne pas au moins voir l'épisode final. Maintenant qu'on en est là, j'espère qu'il sera une grande réussite. Je suppose que la plupart d'entre vous ont vu ces 3 épisodes et j'en viens maintenant au spoiler pour parler de certaines scènes qui émeuvent, convainquent ou laissent perplexes, mais aussi de ce qu'on peut deviner concernant les abysses et les enjeux de l'épisode final. On sait que la scène de coming out de Will a demandé 12 heures de tournage initial et 12 de plus de reshoots. Cette scène est lourde, son timing est mauvais dans la saison et les émotions qu'elle devrait susciter tombent pour la plupart à côté. Suite à un avis exprimé sur Twitter, on m'a carrément accusé d'être homophobe, ce qui est assez grotesque. La question de l'importance de l'orientation de Will pour lui, ses proches et l'époque, je l'admets totalement, c'est un sujet potentiellement intéressant. Le lien avec l'intrigue principale nous est présenté, certes, mais mal présenté pour commencer. En effet, Vecna aurait fait subir à Will une vision de l'avenir où il finirait seul du fait de ce qu'il est, mais plutôt que de nous le montrer, on nous le raconte, et après les faits en plus. Par ailleurs, l'épisode était dans une dynamique de temps qui presse pour littéralement sauver les enfants et sauver le monde, et cet arrêt brutal pour cette réunion de famille avec des gens dont certains ne sont même pas proches de Will, a un côté très peu crédible qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Et la scène elle-même n'est pas une réussite en termes d'émotion, on sent bien que la famille de Will est déjà au courant, on a l'impression d'une inversion des priorités alors que des enfants sont entre les mains d'un monstre, et que la réalité va basculer d'un moment à l'autre dans un cauchemar absolu. Mais je crois que le pire dans tout ça, c'est l'absence totale de réaction faciale de la part de Mike, alors qu'il a été confirmé par les frères Duffer que c'est à ce moment précis qu'il comprend qu'il est le crush de son ami Will. Le vide sidéral du visage de Finn Wolfhard est une performance en soi. Enfin, si cette scène ne semble pas être à sa place, c'est parce que Will semblait avoir déjà passé ce cap en fin d'épisode 4, ou encore quand il se confronte avec Vecna et sauve Max. Elle donne l'impression de revenir un peu en arrière et de s'étendre sur la question de l'orientation sexuelle uniquement parce que c'est une thématique importante en soi, ce qui est vrai, mais en ignorant la dynamique d'ensemble de la série à ce moment précis. J'en viens à la scène du retour de Max dans son corps de sa sortie de transe. Elle est nettement plus aboutie et réussie du fait des performances des acteurs déjà, de toute la construction préalable, du passif au sujet de Max bien sûr, et du timing qui est vraiment à propos. Autre scène qui a fait pas mal réagir, celle de la séparation de Nancy et Jonathan, que pas mal de spectateurs n'ont pas comprise comme une séparation. Bon, sur celle-là, disons que le sujet ne me passionnait vraiment pas de base, mais c'est un sujet clos au moins. La résolution de l'incompréhension entre Dustin et Steve m'a davantage touché, sans doute parce que leur relation est l'une des plus inattendues et réussies de la série. On pourrait aussi parler des incohérences, des absences de réaction, comme le fait pour Max de retrouver Hopper vivant, l'incapacité de Vecna à trouver Max à l'hôpital sans l'aide de Will, alors que c'est le truc le plus évident qu'on puisse imaginer, ou encore le fait que Lucas dégage un démo-chien d'un seul coup de pied, avec Max dans les bras, dans l'ascenseur, mais ça au moins c'est héroïque, alors admettons, ça passe. Et puis on a cette scène du camion qui s'introduit dans la base militaire, c'est évidemment du grand n'importe quoi en termes d'incapacité des militaires à toucher une cible, mais de toute manière, toute l'intrigue militaire de la saison est faible, et on se demande ce que Linda Hamilton est venue faire dans un rôle de figuration aussi caricatural et dénué d'intérêt. Concernant le suspense autour des abysses, qu'on appelait auparavant Dimension X dans les théories, du sang de Henry transfusé au maire des autres comme Eleven ou encore le rôle de l'Upside Down comme une zone de transition entre notre monde et celui du Mind Flayer, je vous renvoie à tout ce que j'avais pu dire dans la vidéo d'analyse du volume 1, soit les 4 premiers épisodes. Dans ce volume 2, l'analogie avec un raccourci dans le temps se poursuit, on y ajoute donc ce nom des abysses pour le monde du flagelleur mental. Le souvenir traumatique d'Henry dans la caverne va être un point déterminant, comme prévu là encore. Comme je le soulignais précédemment, on peut déjà regretter que l'épisode 7 n'ait pas commencé à développer cet aspect des révélations quant au passé de Henry et l'origine de ses pouvoirs, car cela aurait laissé plus de temps à consacrer aux protagonistes dans le dernier épisode de la série. Sur la question des abysses dans Donjons et Dragons, même si le lore est touffu, plein de circonvolutions, on peut, en simplifiant, dire qu'un dieu en particulier est responsable de l'existence de ce plan de réalité particulièrement horrible et surtout de sa connexion à celui des personnages. Et ce dieu, il se nomme Taris Dune, il fait partie du lore de Faucon Gris de base, le premier monde développé par Guy Gygax, le co-créateur de Donjons et Dragons. Taris Dune a ensuite été rattaché au lore des Royaumes Oubliés. Quoi qu'il en soit, pour faire simple, Taris Dune est une divinité qui veut tout détruire, et il n'est pas impossible que le Mind Flayer, dans son aspect de particules noires, soit inspiré de lui. Dans tout ça, le rôle de Henry, puis Vecna, en créant un premier lien avec le Mind Flayer et en développant ses pouvoirs suite à son expérience traumatique de voyage entre les mondes à l'âge de 8 ans, devrait être celui de Pion.
Mais alors qu'en est-il vraiment? Vecna est-il le grand méchant final ou s'agira-t-il de Mindflayer inspiré de Taris Dûn, cette divinité si puissante et si destructrice qu'elle a été bannie par les autres divinités sur un autre plan? On peut observer que l'endroit dans lequel Vecna demeure, dans les abysses, qui est aussi celui où les 12 enfants sont maintenus prisonniers, semble furieusement correspondre au corps retourné d'un immense Mindflayer, comme on a déjà pu le voir par le passé. Cette silhouette est gigantesque de la taille d'un kaiju. Et ce n'est pas tout, puisque l'intérieur semble comporter une sorte de cœur qui bat encore, et de l'extérieur on compte plus ou moins 12 pattes, une par enfant prisonnier peut-être. Vecna serait donc une marionnette dont la mission serait de réanimer le corps véritable du dieu sombre tout en lançant la fusion des abysses avec le plan des terriens. Et dans tout ce processus, les personnes les plus en danger a priori sont Will, qui semble correspondre physiquement au lien entre les mondes, et avec l'esprit de Vecna, ainsi que Jane et Kali, dont le projet consiste pour l'instant à disparaître pour mettre un terme au cycle d'exploitation du sang de Henry qui leur a donné leur pouvoir. Toutefois, la réintroduction du flagelleur mental permet potentiellement une porte de sortie s'il était définitivement détruit dans son propre monde. Peut-être que toute trace des pouvoirs d'Henry, Jane, Kali et des autres disparaîtrait avec lui. Dans les deux cas, je pense qu'il y aura du mécontentement. On aura une partie des spectateurs qui trouveront dommage de consacrer autant de temps à Vecna pour au final révéler qu'il n'est qu'une marionnette du flagelleur. Et dans le sens inverse, si le flagelleur n'est plus du tout évoqué, on aura ceux qui trouveront stupide d'avoir autant fait le teasing autour du souvenir traumatique de l'éveil des pouvoirs d'Henry et de sa rencontre avec la créature des abysses. Évidemment, dans tout ça, les militaires viendront jouer les troubles faits et finiront par se faire défoncer la tronche par le flagelleur, ses créatures, ou même le processus de fusion des mondes. Pour comprendre les forces à l'œuvre et les enjeux, Max sera indispensable pour guider Eleven dans la mémoire d'Henry, et c'est au travers d'elle qu'on aura enfin le déroulement du premier passage vers les abysses, on peut le supposer. Pour vaincre ce fameux flagelleur, on peut supposer que Will, Jane, Kali et tous les enfants peut-être devront se lancer dans une épreuve de volonté assez classique contre le monstre cosmique, tandis que les autres feront des trucs physiques comme le cramer à coups de chalumeau bricolé ou d'électricité, ou un mélange de tout ça. Holly sera sans doute la première enfant à être libérée de l'emprise et pourrait fournir un point d'entrée à Will pour incapaciter directement le corps géant du flagelleur. Pure supposition. Pas impossible de voir Henry reprendre vaguement conscience en tant qu'humain avant de mourir, voire même de le voir au final se retourner contre le flagelleur avec la classique mort de rédemption. On peut supposer qu'on aura au moins un sacrifice de protagoniste, mais reste à savoir lequel entre Will, Eleven, Hopper ou encore Mike s'il finit par servir à quelque chose. Néanmoins, on pourrait aussi avoir, c'est vrai, une conclusion dans laquelle tous les héros survivent, mais si je devais parier, pour le moment, je dirais que Will et Eleven sont des choix trop évidents et que ça se jouerait plutôt entre Hopper et Mike. Steve me semble hors de danger étant donné que sa mort dévasterait Dustin. Quant à Dustin, pourquoi pas, sans doute la mort la plus triste et la moins attendue, à mes yeux, ce serait un choix des plus audacieux. Je crois que tout le monde en a déjà conscience maintenant, mais il est clair que l'excellent concept initial de Stranger Things est un peu dilué depuis les premières saisons très sympathiques. On assiste à une forme de perte de contrôle du récit, de la galerie de personnages, avec une authenticité émotionnelle, une crédibilité des personnages et de leurs actions, inversement proportionnelle à la montée en puissance des enjeux. Et il faut bien dire que ce n'est pas chose facile de proposer toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus loin, tout en préservant le cœur de ce qui faisait la magie du concept initial. Si vous appréciez mon travail en général et cette vidéo en particulier, et si vous ne voulez pas finir en phénomène d'étude dans un laboratoire militaire à Hawkins, eh bien je vous invite à soutenir la vidéo avec pouce en l'air, commentaire, en vous abonnant à la chaîne. Et puis on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures, sachant que je n'ai pas oublié que l'épisode final de Pluribus est bel et bien sorti, par exemple. Donc à très vite, salut.